Voilà. Alors, on va parler du prodrome de Sténon, ce qui est un peu normal, c'est le thème. Ce matin, nous avons eu une approche sous l'angle du latinisme, sous l'angle linguistique. Je vous propose là une approche du même texte, mais naturaliste, et plus spécialement d'ailleurs, plus biologiste que géologue. Voilà. Euh, Moi, pendant longtemps, j'ai cru que le prodrome de Sténon, c'était le texte fondateur de la géologie moderne qui parlait surtout de stratigraphie, hein, parce qu'il était toujours cité quand, à propos de la stratigraphie, à propos des fameux principes de stratigraphie, on dit, oh, ben, ils ont été exprimés clairement pour la première fois par Sténon. Et je voyais pas tellement d'autres choses par rapport à ça, et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi le titre s'appelait Sur le solide dans le solide, parce que je ne veux pas tellement rapport entre les strates et le solide dans le solide. Et puis, donc, je faisais comme tout le monde. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit sur la stratigraphie, j'ai dit, bon, ben, les principes, ils sont dans Prodome de Sténon. Donc, je faisais, comme disait Montaigne, ce n'est que faciliter que de faire ce que d'autres ont déjà fait devant vous. Et il dit, c'est de la paresse intellectuelle, il dit, il y a toujours route par ailleurs. Alors, effectivement, pour le problème de sténo, il y a route par ailleurs, parce que quand j'ai commencé à me plonger dans ce texte, j'ai assez rapidement été interpellé, parce que je suis naturaliste de formation, par des choses qui résonnaient par rapport à ma formation biologique. Alors, c'est pas très surprenant, puisque ce matin, on l'a dit, Sténou était anatomiste. Donc, il a commencé par l'anatomie. Finalement, ce fond d'anatomiste, la façon dont elle a façonné sa perception du monde, l'a influencé, je pense, l'a conditionné, l'a aidé à voir ensuite ce qu'il a vu sur le plan géologique, soit pour réfuter, soit pour, au contraire, euh, valider cette chose. Alors voilà, c'est pour ça que je suis parti sur ce thème et que c'est ce thème-là que je veux développer. Alors, évidemment, on va retrouver certains passages que je vais commenter ce matin, mais moi, je le prends non pas sous l'angle linguistique, c'est-à-dire est-ce que le lieu, c'est le locus, tout ça. Je prends les termes tels que c'était. Alors, déjà, pour cette approche biologique, je dirais que les premières dédicaces, Sténon s'excuse d'avoir pris du retard parce que la route est plus longue que pour, etc. Et j'espère que je vais parler, j'ai une preuve de je suis c'est le prince, c'est toute la vie qui parle parce que chaque jour, j'ai dit que la recherche dont était très proche de sa fin. Alors, c'est-à-dire qu'il dit que tout ce qu'il va écrire, ça dans le de cette recherche qu'il va commencer. Donc, déjà, le pronom s'enracine dans une étude à connotation fortement biologique. Euh, donc, c'est le fondement essentiel, il est déjà là. En effet, une fois, l'histoire des coquilles et sur marine de ce genre, quand je saisis que ces terres étaient les sédiments d'une nature et que chaque lieu estimé était tombé aussitôt, etc. Bon. C'est-à-dire que il relie là, et ça c'est important, le fait qu'il a observé que des sédiments perturbés, sédents, c'est-à-dire que les diapo suivante, euh, c'est l'étude de la dissection, ce matin Pascal, de la tête parotide de grande taille. Après avoir étudié surtout le système nerveux-musculaire, il s'est intéressé au nerf, quelques ressemblent à ce qu'on appelle les glossopitres, et on a dessiné d'ailleurs et il se posait à ce moment-là la question de savoir est-ce que les glossopitres, n'étaient pas des dents de requin. C'est-à-dire que l'origine des glossopitres, est-ce que c'est organique comme les dents de requin ou est-ce que c'est des jeux de nature. La question était déjà largement débattue. Elle semble avoir été tranchée par Fabio Colli 50 ans plus tôt, texte que c'est quand même de nature organique. Oui, donc, Stéphane va reprendre la notation de ce colonel.
Ce qui m'ajoute de plus, c'est le fait qu'il a compris que c'était au sein d'un sédiment, c'est-à-dire de quelque chose qui était déposé par une perturbe. Donc, il articule ça avec la géologie. Donc, il ne dit pas les glossopètes pour lui, mais par rapport au contexte. Et alors, diapo suivant, on comprend bien quand on a les glossopètes, ce sont des solides inclus dans un autre solide, le solide étant la roche ou la matrice, mais qui provient en fait, c'est bon, qui provient en fait de l'évaporation d'un ancien sédiment déposé par une mer turbide. Une mer qui est trop, c'est-à-dire qui véhicule des particules. La turbidité, c'est des particules en suspension dans la mer. C'est pas de l'eau claire, quoi. Elle est turbide. C'est-à-dire des particules en suspension dans cette mer. Autrement dit, il y a une mer turbide qui dépose ces particules en sédiment, ça va s'indurer, et dans ce sédiment, on trouve les glossopètres qui ressemblent à des dents d'organismes. Donc, il déplace le problème, ou plutôt, il ajoute une dimension qu'on n'avait pas vue, sur laquelle ne s'étaient pas attardés ses prédécesseurs, c'est que c'est des solides, les glossopètres, dans un solide. Et donc, il a sa faculté, c'est de prendre de la hauteur par rapport au sujet. Voilà. Alors, si on refait le diapo suivante, le cheminement, voilà. Le point de départ, c'est, encore une fois, l'observation, la dissection de la tête de requin. À partir de là, il s'intéresse plus spécialement aux dents. Il remarque que les dents ressemblent à des glossopètres, d'où est-ce que les glossopètres sont vraiment d'origine, qu'elles sont déjà débattues, mais en cours de débat plutôt, est-ce que les glossopètres sont d'origine organique ou est-ce que c'est des joues de la nature, des productions de la nature. Ensuite, comme les glossopètres, comme les dents de requin ont été déposées dans un sédiment turbide, en fait, ça revient, ce que je viens de vous dire, à traiter le problème d'un solide à l'intérieur d'un solide. Alors à partir de là, c'est là où quand même c'est la grande originalité. Il va procéder non pas en faisant référence à des théories, à ce qu'on sait, à ce qui a déjà été dit, il ne fait pas de compilation mais il va procéder par l'analyse rationnelle. Et en gros, il applique un peu les principes de Descartes. C'est-à-dire quand j'ai un problème, découper le problème en autant d'unités élémentaires, et ensuite les traiter les unes après les autres de façon logique pour enchaîner sur un raisonnement. C'est un peu ce qu'il va vouloir faire à partir des glossopèdes. Donc c'est ça original dans la démarche, c'est typiquement du XVIIe siècle. Voilà, alors, diapo suivante. Il annonce qu'il va procéder dans 4 étapes. Alors, première étape, donc premier point, il fait l'état actuel de la question des fossiles, alors j'ai mis fossiles entre guillemets parce que le mot évidemment n'existe pas à l'époque. Il faudrait dire, comme il le dit lui-même, des corps tirés des roches semblables à des corps qui existent actuellement dans la mer. Bon, c'est plus simple. Par communauté de langage, je vais dire, je vais parler de fossiles. Donc, état de la question actuelle et formulation du véritable problème. Alors, il repart en disant c'est quoi les causes finalement de l'incertitude. Pourquoi est-ce qu'on sait, on ne sait pas, pourquoi ça se discute. Et il pointe une cause qui lui paraît rédhibitoire, c'est que chacun a voulu expliquer les glossopètres en ne regardant qu'un aspect de la difficulté. C'est-à-dire, en gros, les anciens se sont posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on les trouve au bout de la mer. Et puis les modernes, du moins ceux qui ont écrit après eux, ont cherché à savoir par quel processus ça avait pu se faire. Mais personne n'a eu, comment dire, l'ampleur d'esprit de prendre le problème dans sa totalité. Or, il dit pour résoudre ce problème-là, il faut que j'affronte simultanément les difficultés, enfin simultanément ou parallèlement. Enfin, il faut que j'aborde toutes les difficultés. Donc, ça l'amène à reformuler le problème. Alors, pour échapper, comment dire, aux reproches qu'il fait aux autres, à ceux qui l'ont précédé, il dit d'abord, il faut entendre, non pas, faut pas se focaliser sur les glossopètres, mais glossopètres et puis tous les corps marins, enfin, tous les corps semblables à ceux qu'on retire de la mer et qu'on retrouve dans les roches, ce qu'il dit d'ailleurs dans l'extrait que je vous ai cité. Bon, mais c'est le raisonnement plus loin, il dit, bah oui, mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi s'arrêter aux glossopètres, aux coquilles, aux coquillages? C'est vrai aussi pour les os, pour les dents, pour les végétaux. Donc, il va étendre le problème à tous les corps qui sont dotés d'une figure. Les glossopètres ressemblent aux glossopètres, mais pas aux coquilles. Les coquilles ressemblent entre elles, mais ne ressemblent pas aux glossopètres. Voilà. Donc, il va formuler le problème, et le problème fondamental et même universel qu'il va poser, c'est étant donné, alors il l'écrit tel quel, hein, je reproduis son texte, étant donné un corps doté d'une forme déterminée et produit selon les lois de la nature, trouver dans le corps lui-même les arguments
dévoilant à la fois leur niveau et leur mode de formation. C'est-à-dire que tout raisonner, il est temps à tous les corps dotés d'une forme et tout doit provenir de l'étude des corps eux-mêmes. Il ne faut pas faire appel à des causes extérieures. Donc, il procède par induction. Il veut faire remonter ce qui va ressortir de l'étude des objets eux-mêmes qu'il a sous les yeux. Voilà, donc c'est ça sa problématique, donc la vraie problématique, donc qui est plus affiné que simplement le laisser entendre le titre. Et pour cela, il va, avant même de passer à l'étude de détail, énoncer un certain nombre de principes et de règles, et c'est cela qu'il va mettre en pratique. Donc les principes, c'est ce que José a rappelé tout à l'heure. Donc les principes sur la nature et la matière, donc des principes qu'il pense indiscutables. Si j'applique ces principes, on ne pourra pas me reprocher de les appliquer parce qu'ils sont indiscutables, quoique José nous ait dit que bon, c'était pas forcément admis par tout le monde. Donc le principe de base, c'est d'abord que les corps naturels sont des groupes. Alors, oui, on a déjà passé celle-là ou pas? Oui, d'accord. Les corps naturels donc, sont des groupes de particules imperceptibles. On ne parle pas effectivement d'atomes. Les corps naturels sont des groupements de particules imperceptibles. Alors maintenant, les fluides, bon, dans les fluides, eh ben, ces particules sont en mouvement perpétuel. Donc, il parle de fluide au sens large, il ne distingue pas si c'est des liquides ou des gaz. Pour lui, c'est des fluides, c'est le comportement en fait, des particules élémentaires. Il dit, par contre, dans un solide, ces particules sont dotées de mouvements extrêmement restreints. Enfin, en gros, on résume un peu ce qu'il veut dire. Et alors, puisqu'il parle du solide dans le solide, pour passer d'un fluide à un solide, eh bien, c'est que les mouvements des particules se font de lieu en lieu. C'est-à-dire que pour faire un solide, il se fait à partir de particules qui sont apportées par un fluide. Et à partir de là, il dit, alors on peut trouver quel est le principe de base, qu'est-ce qui va être à l'origine de faire passer comme ça les particules du fluide au solide. Bon, ça, c'est des choses qui nous échappent. Par contre, on peut essayer de se limiter à des choses quand même observables, quantifiables peut-être. C'est donc de s'intéresser non pas à des causes premières imaginaires ou imaginées ou commodes, mais de s'intéresser à la matière et aux moyens. Et alors là, c'est là il va faire un développement, comme il envisage les possibilités qui existent dans la nature, avant de savoir s'il va pouvoir les appliquer. Il précise à ce sujet, donc si je reprends ce qu'il dit, pendant que le semblable produit le semblable, ce semblable apporte corps et le lieu et la matière au mouvement de sa production, comme la petite plante enclose dans la semence doit, j'ai une baleine, de telle plante, a reçu de telle autre plante et la matière dans laquelle elle est faite, elle est produite, et la matière à partir de laquelle elle était produite, et le mouvement des particules pour lesquelles elle était esquissée. Et il est certain que les choses, il en va de même pour les animaux dans l'œuf. Autrement dit, il fait quand même appel à des notions purement biologiques. En fait, il est oviste, c'est-à-dire qu'il applique. Alors, Pascal nous a dit ce matin qu'il avait échangé avec tous les grands de son temps, dont Redi en particulier, qui était oviste, et donc il va, dans sa culture biologique, se servir, aller prélever ce modèle pour trouver une éventuelle clé explicative à l'apparition de solide dans le solide. Il ne dit pas que ça va se passer comme ça, mais il fait l'inventaire des possibles. Donc c'est pour ça qu'il fait référence à cette base qui, elle, est d'origine purement biologique, sur l'ovisme. Bon. C'est-à-dire tout vient de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf, il parle de la graine ou de l'œuf des animaux, ben, tout est déjà dedans et tout va partir de là. Et donc, les particules s'ajoutent de cette façon. Voilà, donc ça, c'est comment dire, les grands principes de base. Et il va, à ce moment-là, formuler trois propositions dont José nous a déjà parlé ce matin, mais qui sont essentielles. Alors pour lui, elles sont tellement essentielles qu'il les distingue bien par des numéros romains, des chiffres romains. Quand il annonce son plan en quatre parties, on a du mal des fois à le trouver parce qu'il n'a pas fait la typographie, il ne fait pas ressortir clairement les parties 1, 2, 3. On voit bien que dans la rédaction, il est passé d'une partie à l'autre, mais là, c'est particulièrement clair. Ah donc, première proposition de base, c'est ce que nous avons vu ce matin. José, alors, en substance, un corps solide étant entouré de toutes parts d'autres corps solides, le premier des deux qui s'est induré, celui qui, dans leur contact mutuel, exprime, je mets entre guillemets, sur sa propre surface, les propriétés de l'autre surface. Alors là, c'est effectivement, là on se dit, on ne comprend pas. On a envie de dire que c'est le contraire. D'ailleurs,
ça ne peut qu'être le contraire, parce qu'on ne peut pas exprimer une surface qui n'existe pas encore. Donc, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, parce que je suis quand même allé regarder dans le Anne Marais, ce qu'il explique dans l'histoire du mot exprimer en français, qui dit, mais ça vient du latin exprimare, qui veut dire, au sens propre, faire sortir en pressant. C'est-à-dire que quand on dit on exprime le jus d'un citron, là, on le presse, on dit on l'exprime. Autrement dit, je pense que l'idée, mais bon, c'est pas le mot qu'il emploie, l'idée de Stédon, c'est que la première surface indurée force l'autre à prendre la même allure, les mêmes caractéristiques, etc. Euh, comment dire, elle détermine l'autre à prendre la forme. C'est que comme ça qu'on peut le comprendre. Mais je ne suis pas dans la tête de Sténou, donc est-ce qu'il ne s'est pas remis parce que bon, le terme, il existe. Mais c'est pour ça, le terme exprime existe. Parce que, et c'est ce qu'il dit après, il dit dans l'application, des corps dotés d'une surface lisse, notamment les plantes, etc., et les coquilles, notamment le saupêtre. Ça veut dire quoi? euh, Alors, on va reprendre ça plus loin. Si j'ai des fossiles dans une couche sédimentaire, la couche, comme nous, la couche, hein, c'est quelque chose de turbide qui s'est sédimenté. Alors, si le solide à surface lisse préexiste, on comprend que l'induration de quelque chose de granuleux se plaque en compte puisse devenir lisse. En revanche, si c'est un jeu de la nature, c'est pas possible parce que le premier qui s'indure, c'est la roche. Et sa surface, elle ne pourra pas être lisse parce que la roche, c'est poudreux, pulvérulent, donc ça fait forcément une surface rugueuse. Donc dans ce cas-là, cette surface rugueuse devrait imprimer le caractère rugueux au corps inclus. Donc je pense assez subtil son raisonnement, il fonctionne par allusion, mais je pense avoir compris que c'est ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'un corps lisse, s'il détermine une surface de contact lisse avec son encaissant, qui est une roche, ça veut dire que c'est lui qui a précédé l'induration de l'encaissant. Et il va s'en servir plus loin d'ailleurs. Alors, deuxième grande proposition, de l'identité de structure et d'arrangement interne, on déduit celle du mode et du lieu de production des solides. C'est-à-dire que euh, c'est pas seulement la surface qui permet de déterminer, mais également quand on regarde l'arrangement intérieur. Et il va revenir plus loin quand il fera le détail de la structure de la coquille des mollusques, parce qu'il va trouver qu'il y a des fossiles, enfin, une fossile pomme, qui ont exactement la même texture très proche. Alors, que par un jeu de la nature, on veut faire quelque chose qui ressemble en gros à une coquille, à la limite, pourquoi pas, mais qu'on aille jusqu'à imiter les styles d'accroissement, la disposition des prismes à l'intérieur, ça paraît hautement improbable. Et il est plus probable que ce qui a cet aspect-là, ben, c'était produit de la même façon qu'une coquille actuelle. Voilà. Et alors, euh, troisième proposition, tout corps solide produit selon les lois de la nature l'a été à partir d'un fluide. Pardon? C'est bon? Alors, c'est ce qui était. Donc, c'est comment on passe de l'induration. Et quand il dit ça passe de lieu en lieu, c'est les particules passent du fluide solide. Donc, c'était produit à partir d'un fluide. Oui, je n'ai pas dit diapo suivante. Bon, d'accord. J'arrive pas à tout dire. Donc, il précise encore ça pose à ces particules, des particules. Cette apposition, cependant, se fait soit directement, le fluide externe, soit par la médiation d'un fluide interne. C'est-à-dire que quand il envisage la solidification, il envisage toutes les possibilités qui vont dans la nature. Il ne dit pas qu'il va forcément les rencontrer. Et alors, il dit, bon, ben, comment se fait cette apposition? Ben, l'apposition peut se faire soit gravité, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est le plus simple, c'est-à-dire par dépôt, ça sédimente et donc ça se dépose horizontalement, soit simplement par gravité, soit par pénétration dans les fissures des fentes des villes, etc. Mais c'est à partir du fluide externe. Alors, l'imposition par la médiation d'un fluide interne, eh ben, c'est ce qui s'observe dans la nature, dans les animaux. Et alors là, c'est comme dire, c'est l'oreille de l'anatomiste qui repointe. Et là, il va se lancer sur plusieurs pages dans un discours, alors qu'absolument, enfin, pour moi, en quelque sorte, c'est une pépite. Donc, je vous ai mis ce matin, José nous en a lu quelques extraits. Je vous ai mis ceux qui me paraissent les plus significatifs. Donc, diapo suivante, là, je n'ai pas oublié. Voilà, donc il précise sa pensée. Je comprends sous le vocable fluide externe appliqué aux animaux celui qui non seulement entoure, comme l'atmosphère,
la surface extérieure, la surface extérieure, pardon, mais aussi celui qui touche toutes les autres surfaces d'un corps contiguës à la dite surface à travers de plus grandes ouvertures, comme par exemple la surface totale de la trachée artère, laquelle touche à l'air par la respiration, etc. Comme encore le chemin des aliments qui comprend ce que j'appelle, qui parle de la bouche, etc., oesophage, estomac, intestin, comme également la vessie et l'urètre. Ensuite, j'appelle interne le fluide qui ne communique pas avec le fluide externe. Le fluide interne commun est celui qui est contenu dans les veines, les artères et les vaisseaux lymphatiques, du moins jusque ceux qui sont compris entre les grandes sphériques, je pense qu'ils pensent, bon, et les veines. J'appelle ce fluide commun parce qu'il est distribué à toutes les parties du corps. Ensuite, le fluide interne spécifique est celui qui est représenté des vaisseaux capillaires. Alors, pour comprendre à quelle époque on est, donc on est en 1668, dans le siècle, en 1628, Harvey a démontré que le sang décrit un circuit clos. Par un calcul tout simple, il a calculé le volume de sang éjecté par le ventricule gauche en 1 minute, puis en 1 heure, et puis il se rend compte que ça fait 3 fois le poids du corps, donc il dit, il y a pas de, la seule explication, c'est que ça tourne. C'est le même qui repasse sans arrêt. On voyait le sang sortir du cœur par les artères, on voyait le sang revenir au cœur par les veines, mais on ne savait pas comment le sang passait des artères aux veines. Et c'est seulement en 1661 que Malpighi découvre les capillaires. Et là, on n'est pas longtemps avant la rédaction du prodrome. Donc, ça veut dire que Sténon était très au courant de tout ce qui se passait. Et à partir de ce moment-là, si le sang tourne dans un système totalement les artères ou veines, eh bien, à un moment donné, il faut bien que, s'il doit être un fluide nourricier qui permet de faire grandir toutes les parties du corps, il faut bien que ça sorte de cet appareil à ce moment-là. Et donc, il dit la filtration au niveau des capillaires, et ça fait le deuxième fluide qui dépend des régions du corps. Et donc, ce fluide nourricier, ben, c'est la lymphe, en fait. Donc, en fait, il a très bien compris une chose qui sera exprimée beaucoup plus clairement, mais beaucoup plus tard, par Claude Bernard, c'est qu'il a l'intuition de ce que c'est que le milieu intérieur au milieu extérieur. Il a bien compris que c'est pas parce que les choses sont dans les poumons, dans le tube digestif, que c'est dans le milieu intérieur. C'est un milieu extérieur intériorisé. Donc il a quand même un degré d'observation et de réflexion quand même qui est assez prodigieux. Il ne me semble pas que les historiens de la physiologie se soient tellement penchés sur, parce qu'on a plusieurs pages, sur ces pages de Sténon. Bon, c'est vraiment une pépite dans ces noms. Alors, il est vrai que le prodrome étant réputé étant un ouvrage de géologie, peut-être que les physiologistes ont dit c'est même pas la peine d'aller regarder dedans. Mais voilà, donc là, c'est vraiment comment dire, l'anatomiste qui ressurgit et qui permet de préciser un certain nombre de points. Voilà. Alors, une fois qu'il a posé ce principe, diapo suivante, maintenant, il va pouvoir passer en revue, donc c'est le troisième point, appliquer ces principes, voir dans quelle mesure ça marche, à toutes sortes d'objets. Et alors, on voit que le problème général qu'il a posé, il est vraiment universel parce qu'il peut l'appliquer, enfin, il essaie de l'appliquer et il va l'appliquer à des choses aussi différentes que les incrustations, les strates de la Terre, alors c'est là où il y a les principes de stratigraphie, mais aussi l'origine des montagnes, les voies des choses qui s'écoulent hors de la Terre, l'origine des pierres, etc., le cristal de roche, c'est-à-dire les minéraux, d'autres corps anguleux, les tests de coquillage, d'autres parties d'animaux et les plantes. Donc voilà, donc c'est un programme quand même qui est assez grand, mais qui peut donc englober différents domaines de la géologie et chemin faisant, évidemment, faire référence aussi à la biologie. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour certains, on va voir que pour certains points, ben, il s'appuie sur la biologie pour valider ou invalider certaines choses. Alors, j'ai souligné en jaune les parties dans lesquelles, effectivement, ben, on va porter la biologie. Alors, pour les strates de la Terre, bon, les strates, c'est surtout la partie bon, qui définit les principes de superposition, etc. Mais quand même, il dit à un moment donné, quand il parle de l'origine des strates, si dans certaines strates, donc c'est la diapo suivante, tout à fait, on trouve des fragments d'une autre strate ou des parties d'animaux et de plantes, il est certain qu'il ne faut pas
la rattacher aux strates qui se sont déposées à partir du premier fluide de l'époque de la création. C'est-à-dire que il s'en sert quand même pour les observations biologiques, pour placer les strates dans une espèce de chronologie gémissoire. Il a très bien compris qu'il pouvait y avoir des romanines avec des d'autres morceaux de strates, mais aussi d'organismes animaux. Donc ça nous permet quand même d'argumenter, enfin, la présence des traces d'organismes vivants nous permettent de faire progresser la question de retracer l'histoire géologique de la Terre, d'aller beaucoup plus loin que la simple description comment dire, de l'architecture du sous-sol. Pour le point suivant, donc, de montagne. Alors, comme l'a rappelé Pascal ce matin, il montre que, après avoir étudié les strates, que les montagnes, ben, c'est des strates qui ont été, dont la position a été modifiée, qui ont été chamboulées. Enfin, c'est tout ce qu'on appelle la tectonique. Alors, il montre qu'il y a différents types de montagnes, etc. Bon, il est passé en vue, il fait différentes catégories. Mais surtout, donc, il dit en conséquence, il n'y a aucune croissance végétale des montagnes. C'est-à-dire que, vous, ce qu'il a dit, il ne faut pas croire que les montagnes, ça pousse comme des champignons. Ce n'est pas une croissance végétale, rien à voir avec le. D'ailleurs, les champignons sont plus des végétaux aujourd'hui, mais enfin bon, l'image reste la même. Et il ajoute aussi, les rochers des montagnes n'ont rien de commun avec les os des animaux, à part certains caractères de dureté, parce qu'ils ne s'accordent en rien, ni matière, ni par leur mode de croissance, de production, ni par leur structure. Voilà. Donc, elle argumente, il s'appuie sur ce qu'il connaît en anatomie pour réfuter certaines interprétations qui ont pu se faire à l'Espagne. Alors, si on passe partie suivante aux cristaux, alors il y a toute une partie de minéralogie. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose à voir avec la biologie, mais il commence par le cristal de roche. Il décrit la forme d'un cristal de quartz. Et là, donc, il explique qu'un cristal s'accroît lorsqu'une nouvelle matière cristalline s'oppose au extérieur d'un cristal déjà esquissé. Et bon, apparemment, il dit c'est le seul mode de croissance qu'il voit. Voilà, il n'y a absolument aucune place pour ceux qui affirment que les cristaux s'accroissent en poussant comme des végétaux, euh, qui tirent leur nourriture du côté auquel ils sont attachés à la roche. Donc, en fait, sa connaissance du vivant nous permet de réfuter comment dire, une théorie des gens qui pensaient qu'il y avait une espèce de vitalisme minéral qui fait que les minéraux, ça pousse un peu comme des végétaux. Ben, il dit non, dans tout ce qu'il a observé, ça ne se fait que par apposition. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va constater, bon, enfin, ça, c'est pas un sujet que ben, ça fait une constance des angles et des faces, parce que ça ne grandit que par apposition de face. Mais jamais, il n'y a pas une racine qui irait puiser dans la roche un élément nutritif. Donc, il n'y a pas de fluide interne circulant, du moins rien de comparable à ce qu'on pourrait voir chez les animaux. Alors après, quand il passe au test des coquillages. Alors pour les tests des coquillages, il a une stratégie très intéressante, c'est qu'il des coquilles actuelles. Il va décrire la structure fine d'une coquille. Alors, il semble quand même que ce soit avant tout une coquille de mollusques, mais c'est parfaitement bien décrit. Et après, il va décrire leur mode de production, et après, il va voir seulement dans quelle mesure ça peut s'appliquer à ce que nous appelons, nous, les fossiles. Bon, alors, le mode de formation, c'est quand même assez long, parce qu'il y a plusieurs pages, mais j'ai quand même noté la description des tests actuels, parce que c'est quand même, je trouve, d'une finesse d'observation assez stupéfiante. Donc, voilà, donc les tests entiers se résolvent en testule. Alors, moi, je prends testule parce que couche, c'est pas. Testule, ça laisse entendre que c'est un test plus petit, de taille plus petite. Et de fait, c'est un peu ce qu'il veut montrer. Donc, se résolvent en testules, les testules en fibres, et ces fibres se réduisent à deux sortes, à deux genres, pardon, différents selon par leur couleur et la substance qui les. Dans les testules, les surfaces supérieures et inférieures ne sont rien d'autre que les extrémités des fibres. Il a vu que les fibres étaient perpendiculaires aux testules, donc les extrémités des fibres, tandis que la surface de leur bordure est celle consiste donc dans les côtés des fibres qui sont situés l'un le plus au bord. Ensuite, troisième point, dans le test lui-même, la surface
interne est identique à la surface interne de la testule inférieure, tandis que la surface externe, ça c'est quand il prend le test dans son entrée, la surface la plus grande, euh, suivre, euh, et la surface la plus grande donc, est la surface externe. Et le bord est fait par les bords de toutes les surfaces intermédiaires. Donc en fait, il y a une description de ce qu'il appelle, enfin, voir les stries d'accroissement, en fait. Il voit que la testule la plus interne est la plus grande, la testule externe la plus petite, et puis les bords, ben, il voit que c'est les bords des testules intermédiaires. Donc il a très bien compris comment se mettaient en place ben, les différentes strates. Et si vous prenez un ouvrage de malacologie moderne et que vous regardez la description des coquilles de mollusques, ben, on en est très près. Hein. Donc, et avec les moyens dont il disposait, il a quand même observé très finement. Alors après, bon, il passe au mode de croissance. Bon, la formation des perles qui est décrite de façon très très fine. Et à partir de là, ça va lui servir de clé, de guide pour explorer les coquilles fossiles. Et donc, il va, par rapport à ça, qui lui sert de référentiel, il va distinguer trois genres de coquilles fossiles, entre guillemets. Le premier genre, donc c'est la diapo suivante, c'est celle qui ressemble pratiquement en tout point à celle qu'il vient de décrire. Et donc là, il dit, bon, on peut difficilement leur refuser une origine organique, parce qu'on ne voit pas, encore une fois, sa deuxième principe. Si c'est pareil à l'extérieur et à l'intérieur, ben, il y a toute chance que c'était produit par les mêmes procédés, donc de la même façon. Deuxième genre, où c'est un peu moins marqué, et puis on va voir, où finalement, il n'y a que la forme qui est gardée, et la matière est différente. Mais ça, bon, je pense qu'il a compris que c'était un remplissage postérieur, c'est-à-dire que la coquille est disparue. Mais donc il se sert en fait, de ce qu'il connaît de la structure des coquilles actuelles pour classer en différents genres. Alors, euh, Pascal a dit ce matin, s'il avait vécu ailleurs, ce qu'il aurait pu faire, tout ce qu'il a fait. Il se trouve qu'en Toscane, il y a beaucoup de fossiles néogènes, donc effectivement, les coquilles ne sont pas forcément très, très différentes des actuelles. Il aurait vécu dans une région où il y avait des fossiles mésozoïques ou paléozoïques. Je ne sais pas s'il serait arrivé à ce niveau de conclusion. Bon, toujours il était servi un peu par les événements. Voilà, alors, après les coquilles, il aborde aussi les autres productions, les autres parties d'animaux. Donc les os, les dents, etc. Alors, à propos des dents, il revient sur, donc, diapo suivante, sur les glossopètres. Et là, il fait appel, dernier argument massue qu'il assène pour dire que, ben oui, c'est quand même bien plutôt organique, c'est que un argument contre l'origine organique, c'est de dire oui, mais quand on va à Malte, alors il y a des paquets, ça pullule, il y a plein de glossopètres, comment c'est possible? Et il explique, donc il se base sur ses connaissances biologiques, il dit les différents requins, c'est chacun six dents qui se renouvellent, etc. Bon, la mer agitée peut déplacer ensuite les corps, etc. Et il dit ensuite, les requins, c'est la connaissance biologique, s'avancent en groupe, c'est-à-dire ils sont grégaires. Autrement dit, les requins sont grégaires, chaque requin produit une très grande quantité de dents, donc il n'y a rien d'impossible à ce qu'on puisse trouver en grande quantité des glossopètres. Il dit d'autant plus que, il le dit aussi ailleurs, c'est associé à d'autres restes d'organismes réputés marins. Donc c'est argument de plus pour dire que c'est une origine biologique, une origine organique comme les coquilles et autres. Voilà. Tout ça, il se sert encore une fois d'observations qu'il a faites dans le domaine de la biologie. Donc, il met ça au service de sa démonstration. Et puis, alors, un dernier point, c'est sur les plantes. Là, pour les plantes, il a la même stratégie qu'avec les coquilles, c'est-à-dire qu'il décrit les formes actuelles, puis il dit, bon, ben, quand on regarde ces formes tirées de la Terre, ben, il y en a qui sont presque en tout point semblables aux formes actuelles, d'autres qui ressemblent un peu moins, et puis d'autres pas du tout. Et alors, c'est à propos de cette dernière catégorie qui dit le troisième genre, donc celle qui ressemble pas vraiment des plantes. Il y a le troisième genre, celui de figures de plantes tracées euh, sur des roches, soulève une plus grande difficulté parce que nous observons un genre de figure, ce genre de figure sur la glace blanche, sur l'arbre naturel, etc., etc., sur l'universel, etc. Donc il a compris que
effectivement, ça ressemble beaucoup à ce qui peut apparaître dans les cornues, dans les récipients, lorsqu'on fait des expériences, vous avez des croissances qui se font un peu comme d'arbres à sorte. En fait, c'est les dendrites qu'il a observé. Donc, il a très bien vu que elle, les dendrites, c'était pas minéral. Il a bien observé. Parce que c'est pas du tout en tout point semblable à ce qu'on peut voir sur un minéral. Par contre, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir du point de vue chimique qui peut être produit dans des cornues, dans du matériel, dans une verrerie chimique ou même sur le givre. Hein, voilà, donc, encore une fois, il a finement observé euh, ce qu'il a observé, il a finement observé ces structures-là. Voilà. Donc voilà, donc il a passé en revue. Alors, c'est des coups de sonde hein, comme ça que j'ai donné. C'est un ensemble de catégories comme ça, de tout ce qui pouvait rentrer, tomber sous la coupe de son problème universel. Donc ça en fait des solides variés. Et il termine dans son dernier, c'est bon, c'est évoqué ici ce matin, il met tout ça au service d'une reconstitution, donc diapo suivante, de l'histoire passée de la Toscane. Donc là, bon, donc ça nous permet, ce qu'il a dit avant, de savoir combien de fois la mer elle était turbée, ce qu'a dit un peu José ce matin, que dans les couches initiales, bon, il n'y a pas de traces végétaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il procède, quand il fait cette description, d'abord description rétrograde, il part de l'état actuel, et puis par de proche en proche, il remonte à l'état supposé initial. Et après, dans un deuxième temps, il redéroule dans l'autre sens, l'enchaînement des sous. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on prend le cours d'un autre naturaliste éminent, mais qui a vécu beaucoup plus tard, Cuvier, Cuvier est venu à la géologie par la biologie. Parce que pourquoi? Il avait ces restes d'ossements fossiles tertiaires et lui, il voulait les dater, donc il voulait savoir les dates des niveaux dans lesquels vous trouvez. Donc il a fait appel à Brognard, c'est ça leur collaboration. Et lui, il avait un problème au départ biologique, mais il vient à la géologie de cette façon. Et sa lecture qu'il va faire, aboutit finalement, ça met au service d'une description de, comment dire, de géo-historique, c'est-à-dire que c'est pas d'écrire pour décrire, voir les causes, etc., comment ça s'est mis en place, mais qu'est-ce que ça nous raconte globalement finalement. Et pour faire le récit, il procède exactement de la même manière, il procède de manière rétrograde, et puis ensuite prograde. Alors j'avais lu chez Balland qu'il disait ouais, les premiers qui faisaient de l'histoire de la Terre, ils partaient à rebours, et puis après, bon, ben, dans les ouvrages suivants, on est dans le sens direct. Il dit c'est la preuve que les gens ont acquis plus d'assurance, parce que quand on va au rebours, on y va à tâtons, puis on ne sait pas jusqu'où. Et là, bon, le mouvement d'aller-venu, c'est-à-dire pour avoir de l'assurance, il faut d'abord prouver quand on va, quand on fait une démarche rétrograde. Et peut-être que c'est parce que tous deux, Sténon d'un côté, Cuvier de l'autre, étaient naturalistes dans l'essence. Et donc, ils voyaient les choses d'une autre façon qu'une simple description géographique, géologique, etc., minéralogique. Voilà, donc c'est un peu c'est le parallèle que ça m'a inspiré. Le fait, mais Steno a une différence essentielle, c'est que lui ne veut pas généraliser toute la Terre. Il dit, je vous raconte l'histoire de la Toscane. Alors ça peut peut-être avoir des choses à voir avec ce qui a pu se passer ailleurs, mais je ne prétends pas refaire toute l'histoire de la Terre. Alors que Cuvier, lui, c'était quand même ça qu'il voulait faire. Voilà, donc c'est quelques secondes que m'ont inspiré cette plongée dans le texte de Sténon. C'est surtout le lien avec la biologie. Et je trouve que finalement, il a fait, en traitant son problème universel, il a fait flèche de tout bois, c'est-à-dire ce qu'il a pu observer directement sur le terrain, mais ce qu'il avait déjà acquis en connaissance. Il arrive à mettre tout ça au service d'une même démonstration. Et donc, c'est un grand esprit, parce que pour arriver à monter à ce niveau de généralité et arriver à tout caser, tout synchroniser, avoir une vue synthétique, bah, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que je suis assez admiratif. Je trouve que Sténon mériterait quand même d'avoir une place aussi dans l'histoire de la physiologie, malgré tout. L'anatomie, il en a une, puisqu'il y a le canal de Sténon, on est dédié. Mais dans l'histoire de la physiologie, il a quand même un certain nombre de choses. Je ne sais pas si ça a été vraiment beaucoup repris, mais voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé avec Sténon, pas biologiste, mais Sténon formé en biologie.